Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur le syndrome des ovaires polykystiques qui fait suite à ma vidéo sur l'endométriose, donc le syndrome des ovaires polykystiques dans le cadre de la nutrition fonctionnelle et de la naturopathie bien sûr, puisque les patientes, les consultants arrivent au cabinet avec le diagnostic médical de syndrome des ovaires polykystiques. Alors je précise que j'improvise mes vidéos, hein, je ne fais pas de préparation ni de montage. Donc en fait c'est comme c'est. Ça me permet aussi de faire une synthèse en même temps que je vous parle dans ma tête. Donc ce problème est de plus en plus fréquent dans nos cabinets et il faut savoir que l'alimentation et la gestion du stress sont des éléments extrêmement importants du stress et des émotions pour régler ces problématiques hormonales qui arrivent souvent dès la puberté, la plupart du temps, avec une absence de règles ou des règles irrégulières. C'est-à-dire que la caractéristique du syndrome des ovaires polykystiques est qu'il n'y a pas d'ovulation. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Corinne Salès, diététicienne nutritionniste, naturopathe, fonctionnelle, nutritionniste, micronutritionniste, pardon, et praticienne en psychogestionnel. Donc oui, donc j'ai de plus en plus de personnes dans mon cabinet qui viennent avec un diagnostic de SOPK et qui me disent Madame Salès, il paraît que vous êtes spécialisée dans les SOPK, dans l'endométriose. Voilà, et effectivement, j'ai habituellement de bons résultats, mais il faut être persévérante et surtout savoir d'où ça vient. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas d'ovulation, donc il y a l'hormone FSH de première partie du cycle est toujours élevée, ce qui fait qu'en fait, il y a une production par les ovaires de follicules, et ce sont des follicules qui s'accumulent sur les ovaires sous forme de kystes. Et comme il n'y a pas de pic de LH pour déclencher l'ovulation, c'est-à-dire la sortie des ovocytes matures de l'ovaire, et pour faire un ovule qui va être fécondé, eh bien ça fait beaucoup de kystes de follicules immatures sur les ovaires. Et comment dire la FSH est toujours relativement stable, ce qui conduit à une hyperandrogénie, c'est-à-dire un excès d'hormones mâles et un hyperinsulinisme. Pourquoi? Parce que au moment de l'ovulation, il y a quand même un stress important et qui réquisitionne le cortisol et l'insuline. Mais c'est comme si ce pic d'ovulation se maintenait au niveau hormonal tout le temps pour essayer d'ovuler. Donc ce qui fait que en fait, le cortisol et le pic inflammatoire qui est produit à ce moment-là persiste tout au long du cycle. Et un peu comme l'endométriose, il n'y a pas de résorption. En fait, il y a une phase qui est sautée, c'est la phase de l'ovulation. Et le corps se maintient toujours en possible ovulation potentielle, ce qui fait qu'en fait c'est épuisant et il y a un taux d'hormones mâles qui reste élevé dans le corps, et ça crée aussi une dysfonction de ce qu'on appelle l'aromatase. C'est l'hormone qui transforme la testostérone en œstrogène sous l'effet du stress et de la résistance à l'insuline, parce qu'il faut savoir que les personnes qui ont le syndrome des ovaires polykystiques ont aussi souvent ce qu'on appelle une résistance à l'insuline qui est induite par l'anovulation et le déséquilibre hormonal, mais qui est aussi déjà là en raison de la nourriture inflammatoire, avec énormément de glucides, de la junk food, etc. Et ceci souvent depuis le plus jeune âge. Donc voilà, donc on assiste à un développement des caractères masculins. C'est-à-dire que la femme, encore une histoire de féminité, c'est-à-dire qu'il est temps, les femmes, de retrouver votre véritable féminité, d'incarner votre féminité. Alors, ce qui se passe, c'est que, oui, parce que la femme se transforme en homme avec le syndrome des ovaires polykystiques. Elle n'ovule pas,
Et donc, l'excès de testostérone dans le sang va provoquer des signes masculins comme l'hirsutisme, des poils sur le visage, de l'acné, du surpoids, comment dire, localisé au niveau de l'abdomen, comme si la femme se masculinisait avec le risque cardiovasculaire, bien sûr, quand il n'y a pas d'œstrogène. Les œstrogènes sont protecteurs, enfin, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y a trop de testostérone et pas assez de progestérone, bien sûr. Et du coup, la femme se transforme en homme avec les problèmes liés, elle est plus protégée au niveau cardiovasculaire. Donc là, il y a plusieurs, comment dire, il y a aussi des causes de traumatisme dans l'enfance qui peuvent provoquer SOPK au sens, moi j'ai observé dans ma pratique, vous allez me dire, ah, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais oui, j'ai observé dans ma pratique, même assez fréquemment, que les femmes souffrant de syndrome des ovaires polykystiques étaient attendues par le père ou par la mère comme un garçon. Et c'est comme si, et même je l'ai vérifié en parlant avec des patientes qui me l'ont confirmé, c'est comme si en fait elles essayaient de combler leurs parents en ressemblant aux petits garçons qu'ils auraient voulu avoir. Et ça, c'est, je vais dire, c'est pratiquement 80% des cas. Et donc, du coup, il arrive aussi que la patiente, elle ait aussi un frère. Alors lui, le frère, forcément, il est tranquille. Lui, les garçons, on lui demande rien. Mais bon, les femmes, comme ça, surtout les aînés, qui étaient attendus comme dans certaines familles ou avant comme des garçons, elles ont beaucoup de mal à s'affirmer. Donc elles vont souvent, comment dire, compenser le fait qu'elle soit une femme par un excès de travail, par soit parfaite, parce que forcément, être une femme, naître femme, c'est pas forcément être parfait dans certaines familles, tandis que le garçon, lui, dans certaines familles, hein, c'est sans jugement bien sûr, hein, lui, c'est comme s'il était, on lui avait tout donné, donc il a besoin de rien prouver. Mais effectivement, pour beaucoup de femmes, le fait d'être ne serait-ce que née femme, non seulement on a le désavantage de ne pas être des garçons, alors qu'on est attendu comme des garçons, peut-être de moins en moins à notre époque, hein, mais en plus, il faut qu'on prouve qu'on est aussi bonne que les garçons. Donc ça génère énormément de stress, et donc le syndrome des ovaires polykystiques est avant tout une perturbation de l'axe hypothalamo-hypophysaire par excès de stress. Excès de stress qui peut être lié, je l'ai vérifié, aussi à des problèmes psycho-émotionnels, comme je viens de le dire, mais aussi bien sûr avec, il faut revoir l'alimentation. Alors il faut traiter l'axe hypothalamo-hypophysaire pour réguler l'ensemble du système hormonal. Donc ça on le fait avec des plantes, on le fait avec des compléments alimentaires qui sont tout à fait adaptés. Et il y a aussi bien sûr, comme l'endométriose, l'alimentation anti-inflammatoire. Donc je ne vais pas revenir dessus puisque vous avez vu la vidéo, puis j'en ai pas mal parlé dans d'autres vidéos. Donc une alimentation brute, peu transformée, cuisinée maison, voilà, avec des bons gras naturels, avec des bonnes protéines, avec des bons légumes, quelques fruits et surtout faible en sucre et en féculents. Ça ne veut pas dire que vous n'en mangez pas, mais il faut éviter de faire monter la glycémie pour exacerber cette espèce de résistance à l'insuline qui crée une inflammation et qui va déséquilibrer tout l'axe neuro-hormonal. Et bien sûr, le SOPK n'échappe pas à la règle, la source, elle est aussi intestinale. Bon, il y a souvent une dysbiose, évidemment, en raison évidemment du stress chronique. Imaginez la petite fille qui est attendue comme un garçon et que malheureusement elle déçoit papa et maman toute sa vie, il va falloir qu'elle prouve qui elle est. En fait, elle ne mérite pas de vivre. Donc c'est un stress énorme pour les patientes dont la cause du SOPK est aussi psycho-émotionnelle. Mais il y en a beaucoup. Alors bien sûr, il y a aussi les perturbateurs endocriniens, ça c'est sûr, il y a le foie, il y a la dysbiose, donc il faut fermer. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur l'endométriose faite précédemment, il faut fermer l'intestin. Il faut fermer l'intestin de façon à réduire l'inflammation à la barrière et la guerre à la barrière, ce qui crée d'ailleurs des intolérances alimentaires. J'ai oublié de le préciser, mais il me semble que j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Lorsqu'il y a la guerre, l'inflammation
au niveau de la barrière intestinale, les protéines non digérées, les aliments non digérés qui passent dans la circulation sont considérés comme des antigènes, donc comment dire, des dangereux intrus, et donc ils vont faire produire au système immunitaire des anticorps. Donc ce sont les anticorps que l'on trouve lorsqu'on fait des tests d'intolérance alimentaire. Et il arrive que les personnes, et même c'est assez fréquent, sont intolérants à énormément d'aliments. Tout est dans le rouge parce que tout simplement, c'est pas l'aliment qui crée l'intolérance, c'est parce que l'intestin, il veut les 22 acides aminés complètement déstructurés, donc bien alignés, neutres. Il faut que l'aliment soit bien digéré, bien déstructuré pour pouvoir passer tranquillement, il a son passe là, ok c'est moi, dans la circulation, sans créer d'inflammation. Or, pour les SOPK, pour le syndrome des ovaires polykystiques, il y a effectivement une dysbiose. Il y a une dysfonction de l'axe hypothalamo-hypophysaire, donc évidemment un mode toujours pareil, hein, un mode survie, avec réquisition du cortisol qui fait monter l'insuline. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, hein, et c'est un anti-inflammatoire. Et si peu qu'on mange trop sucré, ben, elle est hyper réquisitionnée parce que le cortisol est aussi utile pour faire baisser la glycémie. Donc si vous mangez trop sucré, des sodas, des pizzas, le sucre, la pizza c'est du sucre, les pâtes c'est du sucre, et pas suffisamment de protéines pour structurer et renforcer votre barrière intestinale, eh bien vous y avez droit. Ça crée de l'inflammation et ça réquisitionne le cortisol, et donc vous épuisez vos glandes surrénales qui produisent le cortisol, et à la fin, ben, il n'y a plus de cortisol pour faire baisser l'inflammation, et c'est le feu, il faut appeler les pompiers. Alors peut-être moins dans le cadre du SOPK que dans le cadre de l'endométriose, parce qu'il y a moins de douleur, il y a une absence de règles. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors j'ai oublié de dire que pour l'endométriose, bien sûr, on peut... Bon, la solution médicale, c'est de mettre en ménopause forcée pour éviter la prolifération des cellules endométriales à cause de l'hyperœstrogénie et de l'inflammation. Donc on met en ménopause forcée. Et pour le syndrome des ovaires polykystiques, on donne à la personne des pilules mini-dosées, des pilules progestatives en fait. On peut donner aussi des pilules progestatives pour l'endométriose, si c'est pas trop grave, mais sinon, quand ça va très loin, ben, on met la personne en ménopause forcée. Donc je vous dis pas les conséquences après quand la personne est jeune, c'est un peu dommage. Et j'ai oublié de dire aussi que pour l'endométriose, soi-disant que ça crée de l'infertilité, mais il y a des femmes qui arrivent à tomber enceintes avec de l'endométriose et c'est positif parce qu'elles peuvent se guérir à travers la grossesse, l'allaitement, la mise au monde d'un enfant. Pourquoi? Parce que ça régule tout leur système hormonal. Et c'est bien connu que la grossesse permet une activation du système immunitaire et elle permet la disparition de certaines pathologies. Donc c'est régulateur pour la femme. Et maintenant, les grossesses se font de plus en plus tard. Donc on a le temps d'adopter, d'avoir une endométriose et un SOPK entre-temps. Hein. Et alors qu'est-ce qui se passe après? Ben, c'est la procréation médicale assistée. Voilà, parce que forcément, quand on n'ovule pas avec le syndrome des ovaires polykystiques, eh bien, ben, on est infertile. Hein. Voilà, donc on peut réguler tout ça avec des plantes qui sont en phytothérapie, bien sûr, en nutrition, alimentation anti-inflammatoire. Très important. Le sommeil, le sommeil, parce qu'il faut économiser son cortisol, parce que si on a les glandes surrénales épuisées, ça va épuiser notre thyroïde. Combien de femmes qui ont toutes ces pathologies ont une thyroïde en hypofonction? Parce que tout est ralenti. Tout est ralenti, il n'y a pas assez d'énergie pour provoquer une ovulation. Et oui, parce que le cortisol intervient à ce niveau-là. Il faut qu'il y ait du punch, il faut qu'il y ait de la pêche. Et oui, il faut un gros pic ovulatoire hein, pour que ça déclenche, un gros pic hormonal pour que ça déclenche l'ovulation. Si les surrénales qui produisent les hormones, si le système nerveux qui commande tout ça est affaibli, et bien voilà, ça reste comme ça. Encéphalogramme plat, pas d'ovulation, et donc voilà, on se transforme en homme parce qu'on n'est pas censé, voilà, on ne donne pas la vie, donc on se transforme en homme. On n'est plus une femme.
C'est assez logique. Bon, ça paraît peut-être un peu simpliste pour certains, mais bon, voilà ce qui se passe. Donc, l'important maintenant, c'est de retrouver sa féminité, à la fois intérieurement, psycho-émotionnellement, accepter d'être une femme dans cette société où on attend beaucoup souvent des garçons. Bon, ça sera de moins en moins le cas peut-être, hein. C'est de moins en moins le cas, mais voilà. Mais ça touche encore à travers l'inconscient collectif et l'inconscient transgénérationnel. Ça touche énormément de jeunes personnes qui viennent me consulter. Donc, l'hygiène de vie, les rythmes biologiques, avoir un sommeil suffisant pour récupérer ses glandes hormonales. Le système nerveux, le sommeil, c'est lié au système hormonal, c'est lié au système psychologique, au système immunitaire. Tout est lié dans le corps. Alors, en phytothérapie, on donne souvent des plantes qui sont destinées aux hommes. Et oui, en fait, c'est comment dire, on soigne le mal par le mal. Comme l'ortie, la racine d'ortie, le palmier nain. Il y a aussi le myo-inositol. Il y a des complexes de micronutrition qui permettent de réduire l'inflammation et de moduler le système hormonal grâce aux plantes qui sont des régulatrices et des adaptogènes. Mais ça, c'est le versant naturopathie. Mais en nutrition, on peut déjà faire énormément. Et en régulant son hygiène de vie, en essayant de se coucher avant minuit, 2 heures du matin, parce que c'est souvent le cas. Je veux dire, entre 23 heures et 3 heures du matin, c'est là où c'est comment dire, le royaume des hormones. Si vous ne dormez pas profondément entre 23 heures, minuit, 3 heures du matin, vous ne faites rien. En fait, tout votre système hormonal se déséquilibre. Donc voilà, il faut laisser les écrans, il faut aller se coucher, il faut être au moins endormi à 23 heures. Endormi, je dis. Et puis voilà, on ne se couche pas ni à minuit, ni à 1 heure du matin. C'est pas possible tout ça. Voilà, donc on s'attache déjà à remettre le corps en homéostasie, comme on dit en naturopathie, c'est-à-dire en équilibre psycho, neuro, immunologique et hormonal. Parce que le corps, quand on le remet dans des bonnes conditions, il récupère son énergie vitale. Parce que finalement, au final, tout est une question d'énergie vitale. En fait, aujourd'hui, les jeunes personnes n'ont plus l'énergie vitale qu'avaient nos ancêtres, qu'avaient nos parents. La conception se fait plus tard, donc les personnes sont déjà un peu fatiguées. La conception après 33 ans, voilà, on a le temps d'avoir eu des problèmes hormonaux. Et quand on se réveille, on a pris la pilule pendant 15 ou 20 ans, et puis là, hop, on est coincé. Il faut tout remettre à plat et tout relancer. Voilà, donc il y a plusieurs choses à voir. Donc la dysbiose intestinale à corriger, hein, le leaky gut syndrome, c'est-à-dire la porosité intestinale, donc comment dire, à travailler, c'est-à-dire qu'il faut fermer les portes. Fermer les portes, sinon c'est inflammation. Et c'est la voie d'entrée, l'intestin, vous le savez, à toutes les pathologies de civilisation. Inflammation du cerveau, pathologie neurodégénérative, cardiovasculaire, auto-immune, hypothyroïdite de Hashimoto, spondylarthrite ankylosante, fibromyalgie, eczéma, allergie, tout ce que... Voilà. Donc on ferme la porte, on nettoie le foie, on règle l'alimentation d'abord, et après Et le fait de régler cette alimentation, changer d'alimentation, change votre microbiote intestinal. Et donc, rien qu'avec l'alimentation et de la volonté, de la persévérance, parce qu'évidemment, Rome ne s'est pas fait en un jour, comme on dit, même si on a des résultats rapidement, donc c'est encourageant, ça fonctionne. Donc, on peut faire beaucoup avec notre alimentation et quelques compléments nutritionnels pour combler les carences. Bon, ça, de toute façon, on en a tous, notamment le magnésium, qui est un super conducteur au niveau du système nerveux, qui va rééquilibrer le sommeil, qui va permettre de mieux dormir. Donc en fait, là, c'est une bonne porte d'entrée. Il faut savoir que la plupart des aliments aujourd'hui, même bio, sont carencés en magnésium. Donc voilà, c'est hyper important. La vitamine D, qui est hyper anti-inflammatoire, et là, on est tous carencés, parce qu'on travaille à la lumière des néons, et on ne sort pas assez dehors, ne serait-ce qu'à la lumière du jour.
C'est même pas le soleil, c'est la lumière du jour. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart des personnes aujourd'hui, surtout dans notre région, là dans le sud, portent des lunettes de soleil, même quand il fait gris. Et j'imagine encore plus quand il fait gris parce qu'on n'a pas le moral. Donc c'est très très mauvais parce qu'il faut que la lumière rentre dans les yeux pour qu'elle aille, si vous voulez, irradier la glande pinéale. La glande pinéale qui est l'orchestre aussi de tout le système hormonal. Donc si vous mettez des lunettes de soleil dès le matin, vous allez verrouiller tout ça. Donc la vitamine D, ben, vous n'en avez pas. Donc vous enflammez très facilement. Quand les stocks de vitamine D ne sont pas suffisants, inflammation et maladie immunitaire. Donc on vérifie le zinc, on vérifie la thyroïde, voilà, en accord avec le médecin s'il y a déjà un traitement médical, parce que il peut y avoir déjà des traitements au niveau de la thyroïde. Voilà pour l'essentiel. Donc je ne vais pas m'étendre trop sur cette vidéo. Je pense que c'est assez clair. La physiologie, bah, vous la trouverez sur internet si ça vous intéresse. Mais je pense que j'étais assez claire. Il y a une absence d'ovulation, un excès d'hormones mâles, d'androgènes, et donc les follicules restent, ça fait des kystes parce que l'ovule n'arrive pas à maturation. Et donc il y a tout un processus qui se met en place d'inflammation, de résistance à l'insuline, voilà. Et donc d'épuisement surrénalien, et puis la femme vient quand elle s'aperçoit qu'elle développe des caractères mâles et qu'elle n'a plus ses règles, ou des règles presque absentes. Et je dis, ça se manifeste dès la puberté. C'est pour ça que dans l'anamnèse, il faut remonter très tôt. Et les patientes, elles vous disent, ah ben oui, quand j'étais petite, oui, je mangeais, mais même après, hein, je mangeais beaucoup de pâtes, beaucoup de farineux, beaucoup de glucides. Donc ça, combiné au reste, ça n'arrange pas les choses. Pour la dysbiose intestinale, puisque, comme je l'ai dit pour l'endométriose, l'excès de gluten est un inflammatoire pour la barrière intestinale. Voilà, donc c'était une petite vidéo sur le syndrome des ovaires polykystiques. Donc vous pouvez me contacter sur mon site internet par mon site internet ou par téléphone pour de plus amples informations, ou si vous voulez prendre rendez-vous dans mon cabinet. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.